Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast Productivio et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 35 du podcast de Productivio. Je vous parle ce soir presque en direct de ma chambre d'hôtel au Luxembourg. Je suis là-bas très souvent en ce moment puisque, comme certains le savent, j'ai changé de travail et donc je suis appelée à pas mal de déplacements dans ce joli petit pays. Alors le sujet du jour, c'est un petit peu difficile à expliquer à premier abord, c'est Diderot dans son placard. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il en retourne. Donc le printemps est là, en tout cas il arrive tout doucement, et c'est l'occasion pour beaucoup d'entre nous qui vivons sous des latitudes où les saisons sont très marquées de ranger les vêtements d'hiver et de passer à la garde-robe de printemps ou de demi-saison. C'est souvent aussi l'occasion de se poser des questions sur les vêtements que nous avons, sur l'état de notre penderie souvent pleine à craquer, de faire le tri avec les différentes méthodes dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une méthode à proprement parler, mais plutôt d'astuces simples à mettre en place pour alléger son armoire. Alors tout d'abord, pourquoi avoir envie d'une armoire ou d'un dressing allégé ? Si vous avez fait quelques recherches sur des blogs pour avoir des idées de rangement, vous avez certainement vu des photos avant-après séance de rangement. Et il est vrai qu'il est beaucoup plus agréable de regarder une penderie où les vêtements sont aérés, où on voit tout d'un seul coup d'œil, plutôt qu'une penderie complètement pleine à craquer, où il faut sortir 10 cintres avant de pouvoir attraper le bon vêtement. Donc la première motivation, je dirais, c'est d'ordre esthétique, pour avoir un joli dressing où on peut tout voir d'un seul coup. Mais c'est aussi une façon de gagner du temps. Si vous avez trop de vêtements, le choix devient un vrai casse-tête, un peu comme lorsqu'on est au restaurant avec une carte de 10 pages, on passe un temps fou à choisir pour finalement se rabattre sur un simple steak frites ou une salade pour s'éviter une trop grande prise de tête. Et pour les vêtements, c'est exactement pareil. On a beau avoir une armoire bourrée de vêtements, on se rend compte qu'on porte souvent les mêmes, pour faire simple. Donc une garde-robe réduite est synonyme aussi de gain de temps et de réflexion minimale. On réduit ainsi le stress du choix. Alors que peut-on faire simplement pour alléger sa garde-robe ? Une première étape, c'est de retirer tout ce qui ne convient plus. Tout ce qui est troué, et que vous ne réparerez jamais, tout ce qui est trop petit, trop grand, qui est un peu taché. C'est super simple à faire, surtout à l'intersaison. C'est vraiment l'occasion, quand on change comme ça d'armoire, de penderie, de garde-robe, de jeter un coup d'œil à tout ce qu'on a et de faire ce tri. Une deuxième étape, c'est de ne conserver dans son placard que les articles de la saison en cours. C'est parfois un peu difficile dans notre pays, où il n'est pas rare qu'on ait des températures hivernales qui s'invitent à quelques jours de l'été, mais autant que possible, ranger tout ce qui n'est plus de la bonne saison et ne garder qu'un par-dessus ou un pull pour les jours plus frais, c'est une bonne méthode. Et ces vêtements qui vont venir hors saison, on peut les stocker ailleurs que dans notre penderie principale. Le but est réellement de ne plus les voir, en fait, de ne voir que ce qu'on va utiliser sur la saison qui arrive. Troisième méthode, c'est de donner au ventre tout ce qui n'est pas à votre taille.
Donc si vous avez tendance à faire le yo-yo entre deux tailles, on peut garder évidemment les deux. Mais il n'est vraiment pas certain que de garder la jupe en 38,6 de vos 20 ans, si aujourd'hui vous faites un bon 42, ce soit très efficace. La probabilité que vous perdiez ces 3 tailles en une seule saison est assez mince, sauf accident de santé que je ne vous souhaite pas. Donc faites des heureux en donnant ou vendant ces vêtements, et puis quand bien même vous perdriez ces 3 tailles, rien ne dit que la mode n'a pas un peu changé quand même entre-temps et que de toute façon vous ne pourriez pas reporter ce petit 36 de vos 20 ans. Quatrième point, c'est de réduire les accessoires au minimum. Alors, souvent, ils sont déjà pas très simples à ranger, même si les fabricants d'armoires ont développé des systèmes très ingénieux. Mais en plus, on a aussi la tendance, ils ont la fâcheuse tendance à nous entraîner dans des spirales d'achat incontrôlées, aussi appelées effet Diderot. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet Diderot? Alors, moi, je ne le savais pas non plus il y a encore quelques semaines. Et puis, en faisant des recherches pour ce podcast, je suis tombée sur un article très intéressant sur le blog Becoming Minimalist qui a retenu mon attention. Je vous mettrai les liens dans les notes du podcast. Et donc cet article s'appelle Understand the Diderot Effect and How to Overcome it. Donc comprendre l'effet Diderot et le surmonter. Alors cet article m'a interpellée à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce que je suis originaire de la ville natale de Diderot, qui est Langres dans le département de la Haute-Marne, 52 en France. Et en face de la maison de ma grand-mère se trouvait la maison de la famille Diderot. Et donc vous pouvez imaginer que dans cette toute petite ville, on avait évidemment la statue du philosophe qui trônait au centre de la ville, et à l'école, évidemment, on nous en parlait énormément. Donc Diderot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe du siècle des Lumières, c'est-à-dire qu'il est né au début du XVIIIe siècle, très exactement le 5 octobre 1713. Je vous mettrai un lien vers sa biographie. Donc il est notamment connu pour des livres qu'il a écrits comme La religieuse de Diderot, Jacques le fataliste, et bien sûr pour l'encyclopédie dont il a supervisé la rédaction. Donc vous allez me dire qu'on est un peu loin de nos armoires, et bien en fait pas du tout. Parce qu'en fait Denis Diderot, déjà au XVIIIe siècle, a mis le doigt sur les acquisitions en chaîne que nous connaissons tous et qui contribuent largement à faire chauffer les cartes bancaires et à saturer nos armoires. En effet, Diderot nous conte une histoire qui est la sienne et qui montre qu'une nouvelle acquisition se traduit souvent par un processus en spirale de consommation. L'histoire est racontée dans Regrets sur ma vieille robe de chambre et sous-titrée Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune. Je mettrai également le lien vers le texte dans les notes du podcast. Donc je vais vous en lire un grand extrait, parce que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas lu quelque chose, comme je faisais souvent il y a quelque temps. Et puis donc vous pourrez retrouver ce texte sur Wikisource. C'est un texte qui est paru en 1772, c'est pas tout jeune. Je commence la lecture. Ça commence par un avis au lecteur. Monsieur Diderot, ayant eu l'occasion de rendre un service signalé à Madame Gauffrin, celle-ci imagina par reconnaissance d'aller déménager un jour tous les haillons du réduit philosophique et d'y mettre d'autres meubles qui, quoique beaux, étaient d'une extrême simplicité et ne sont devenus si recherchés que sous la plume poétique du pénitent en robe de chambre écarlate. Laïs, dont il est parlé dans ses regrets, est le nom d'un tableau de Vernet. Je commence la lecture après cet avis au lecteur. Pourquoi ne l'avoir pas gardée? Elle était faite à moi, j'étais faite à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesé, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêtât, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre est-il couvert de poussière? Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume? Elle préservait le flanc. On y voyait tracer de longues raies noires les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant, on ne sait qui je suis. Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle.
Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus inquiet que moi, le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui s'est livré, pieds et poings aux caprices, à la merci d'une jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir: où est ma bonne, ma vieille gouvernante? Quel démon m'obsédait le jour où je la chassais pour celle-ci? Puis il pleure et soupire. Je ne pleure pas, je ne soupire pas, mais à chaque instant je dis: maudit soit celui qui inventa l'art de donner du prix à l'étoffe commune, en la teignant en écarlate. Maudit soit le précieux vêtement que je révère. Où est mon ancien, mon humble, mon commode lobeau de Calemande? Mes amis, gardez vos vieux amis, mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise, la pauvreté à ses franchises, l'opulence à sa gêne. Diogène, si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais. Aristippe, ce manteau fastueux, fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé. J'ai quitté le tonneau où je régnais pour servir sous un tyran. Ce n'est pas tout, mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. Ma vieille robe de chambre était une des... avec les autres guenilles qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie. Entre ces estampes, 3 ou 4 plâtres suspendus formaient avec ma vieille robe de chambre l'indigence la plus harmonieuse. Tout est désaccordé, plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté. Une nouvelle gouvernante stérile qui succède dans un presbytère, une femme qui entre dans la maison d'un veuf, le ministre qui remplace un ministre disgracié, le prélat moliniste qui s'empare du diocèse d'un prélat janséniste, et ne cause pas plus de trouble que l'écarlate intruse en l'a causé chez moi. Je puis supporter sans dégoût la vue d'une paysanne, ce morceau de toile grossière qui couvre sa tête, cette chevelure qui tombe éparse sur ses joues, ces haillons troués qui la vêtissent à demi, ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à moitié de ses jambes. Ses pieds nus et couverts de fange ne peuvent me blesser, c'est l'image d'un état que je respecte. C'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire et malheureuse que je plains. Mais mon cœur se soulève, et malgré l'atmosphère parfumée qui la suit, j'éloigne mes pas, je détourne mes regards de cette courtisane dont la coiffure à point d'Angleterre et les manchettes déchirées, les bas de soie sales et la chaussure usée me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille. Tel eût été mon domicile si l'impérieuse écarlate n'eût tout mis à son unisson. J'ai vu la Bergame céder la muraille, à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, à la tenture de Damas. 2 estampes qui n'étaient pas sans mérite, la chute de la manne dans le désert du Poussin, et l'Esther devant Assuérus du même, l'une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c'est la tristesse éthère, la chute de la manne dissipée par une tempête de Vernet. La chaise de paille reléguée dans l'antichambre avec le fauteuil de Marocain. Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulager le faible sapin courbé sous leur masse et se renfermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d'eux que de moi. Une grande glace s'emparait du manteau de la cheminée. Ces 2 jolis plâtres que je tenais de l'amitié de Falconet et qu'il avait réparés lui-même, déménagés par une Vénus accroupie, l'argile moderne brisée par le bronze antique. La table de bois disputait encore le terrain, à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait. Un jour, elle subit son sort, et en dépit de ma paperasse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux. Instinct funeste des convenances, tact délicat et ruineux, goût sublime qui change, qui déplace, qui édifie, qui renverse, qui vide les coffres des pères, qui laisse les fils en dot, les fils sans éducation, qui fait tant de belles choses et de si grands mots, toi qui substituas chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois. C'est toi qui perds les nations, c'est toi qui, peut-être, un jour, conduira mes effets sur le pont Saint-Michel, où l'on entendra la voix enrouée d'un juré crieur dire « à 20 louis, une Vénus accroupie ». L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la tempête de Vernet, qui est au-dessus, faisait un vide désagréable à l'œil. Ce vide fut vite rempli par une pendule. Et quelle pendule encore? Une pendule à la Geoffrin, une pendule où l'or contraste avec le bronze. Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire qui l'obtint. Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut rempli par 2 Lagrenay. Ici est une Magdeleine du même article, là c'est une esquisse, ou de Vien ou de Machy.
car je donnais aussi dans les esquisses, et c'est ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du public. J'insulte aussi à la misère nationale. De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisière. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens, mais j'ai juré et je le jure, car les pieds de Denis le philosophe ne fouleront jamais un chef-d'œuvre de la savonnerie, que je réserverai ce tapis comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j'entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisière. Il me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur. Non, non, mon ami, non. Je ne suis point corrompu, ma porte s'ouvre toujours aux besoins qui s'adressent à moi. Il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le ressecours, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie, ma tête ne s'est point relevée. Mon dos est bon et rond comme ci-devant. C'est le même ton de franchise, c'est la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date et le poison n'a point encore agi. Mais avec le temps, qui sait ce qui peut arriver? Qu'attendre de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle une somme utile? S'ensuit une très longue description d'un tableau qu'il a acheté à Vernet, que je vais vous passer parce que c'est vraiment très très long. Et il conclut ainsi. Avec le temps, les dettes s'acquitteront. Le remords s'apaisera, et j'aurai une jouissance pure. Ne craignez pas que la fureur d'entasser de belles choses me prenne. Les amis que j'avais, je les ai, et le nombre n'en est pas augmenté. J'ai Laïs, mais Laïs ne m'a pas. Heureux entre ses bras, je suis prêt à la céder à celui que j'aimerais et qu'elle rendrait plus heureux que moi. Et pour vous dire mon secret à l'oreille, cette Laïs, qui se vend si cher aux autres, ne m'a rien coûté. Voici donc la fin de ce texte « Regret sur ma vieille robe de chambre » de Denis Diderot. J'ai trouvé cette lecture extrêmement intéressante et très actuelle. Ce philosophe, donc à cause de l'arrivée dans sa demeure d'une nouvelle robe de chambre d'écarlate, il en vient à expliquer comment il est arrivé à changer quasiment toute la décoration de son cabinet de travail, allant même jusqu'à remplacer les tableaux, à l'exception toutefois d'un vieux tapis censé lui rappeler d'où il venait en quelque sorte. Et combien de fois avons-nous nous aussi expérimenté ce fameux effet Diderot? Une nouvelle jupe, et zou, il faudrait aussi un chemisier, une nouvelle ceinture, car évidemment nous n'avons rien pour aller avec ce nouvel achat. Et puis aussi une nouvelle paire de chaussures, et puis le sac à main pour faire bonne mesure. Un nouveau divan, qui ne va plus avec la table basse, ni avec le tapis, voire même avec la tapisserie, et hop, nous voilà partis dans une grande spirale d'achat infernale. Et donc ces fameux accessoires dont je vous parlais précédemment sont souvent le piège à ces achats, parce qu'on recherche absolument la perfection esthétique, et on veut vraiment l'objet qui ira parfaitement avec cette nouvelle robe, mais qui n'ira qu'avec cette nouvelle robe. Au lieu d'essayer autant que possible de coordonner nos achats avec ce que nous possédons déjà, on va se lancer dans d'autres choses qui vont plus coordonner et qui vont nous entraîner dans cette spirale infernale de consommation. L'article dans lequel j'avais trouvé la référence donc à cet effet Diderot donnait quelques conseils pour éviter cette spirale infernale, comme d'en prendre conscience, c'est-à-dire d'identifier l'achat qui pourrait nous conduire dans cette roue sans fin. Et pour cela, il faut de la réflexion, donc éviter des achats impulsifs et souvent inutiles, se souvenir que ce ne sont pas les choses que l'on possède qui nous définissent en tant que personne, et s'en souvenir avant chaque achat, se concentrer sur l'utilité des objets et non pas sur leur statut, ne pas chercher à impressionner son entourage par des possessions par exemple. Si on reprend notre petite liste de trucs et astuces pour alléger son placard, on va donc pouvoir ajouter de limiter autant que possible nos achats, notamment pour certains objets dont on ne fait pas un très grand usage. Par exemple, la fameuse petite robe noire que les femmes ont dans leurs armoires, ou voire beaucoup de petites robes noires. Donc à moins qu'on ait une vie mondaine extrêmement importante, bien souvent avoir une seule petite robe noire est largement suffisant, qu'on va peut-être pouvoir accessoiriser avec un petit foulard, avec quelque chose de coloré. Idem pour les sacs à main habillés ou les chaussures qu'on ne met que pour les très très grandes occasions, c'est-à-dire une fois tous les jamais. Se limiter à un seul exemplaire de ce type d'article est souvent amplement suffisant.
Autre suggestion, c'est d'essayer d'acheter des vêtements qui ne se démodent pas, avec des couleurs plutôt neutres, qu'on pourra porter plusieurs années, en y ajoutant de temps en temps un nouveau vêtement, on va dire plus à la mode, ou en tout cas avec des coloris qui vont être plus à la mode, comme un petit chemisier, un petit top, une cravate pour ces messieurs, ou que sais-je. Autre point que j'ai trouvé aussi dans un article sur internet, c'est de toucher chaque objet, exactement comme il est préconisé dans la méthode de tri KonMari dont je vous ai déjà parlé. Parfois, le simple contact physique nous rappelle la dernière fois qu'on a porté ce vêtement, et ça peut nous donner soit des bons, soit des mauvais souvenirs, comme par exemple nous rappeler comment on se sentait dedans. Et si le toucher d'un pull vous rappelle aussitôt à quel point la dernière fois que vous l'avez mis, il vous a gratté, piqué, et combien vous étiez mal dedans, c'est peut-être pas nécessaire de le conserver. Ou si cette petite jupette toute mignonne, en fait, vous étiez senti totalement comprimé dedans, c'est peut-être pas non plus très utile de la conserver, débarrassez-vous-en. Et enfin, dernier point pour les plus téméraires, essayez de faire ce qu'on appelle une capsule wardrobe, ou une garde-robe capsule, avec un nombre de pièces défini par saison. Alors, il y a plusieurs blogs qui en parlent sur la blogosphère, et en général, le chiffre magique qui est défini pour une saison, c'est 33 pièces, incluant les accessoires, les chaussures, mais quand même hors sous-vêtements et hors vêtements de sport ou très spécifiques. Personnellement, je viens de faire ma petite capsule de printemps, et je dois dire qu'à ma grande surprise, je tiens le nombre de 33 pièces sans aucun problème. Voilà pour ces petites astuces pour alléger sa garde-robe. J'espère que vous en essaierez une ou plusieurs, puisqu'elles n'ont pas besoin d'être mises en pratique simultanément. Elles sont plutôt très simples à mettre en place. Alors, quand commencez-vous ? J'ai hâte que vous me racontiez ça dans les commentaires de ce podcast, que ce soit sur le blog ou bien sur Spreaker, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est terminé pour ce numéro 35. Alors une petite annonce spéciale puisqu'on approche à grands pas de l'anniversaire, les 1 an du podcast de Productive You. Et pour ceux qui m'écoutent depuis plus ou moins longtemps, j'apprécierais vraiment beaucoup si pour ce numéro spécial, ou vous m'envoyez un petit mail pour me souhaiter joyeux anniversaire par exemple, ou vous me dire ce que vous aimez dans le podcast. Vous pouvez le faire sur le boîte mail productiveyou@gmail.com ou encore dans la section contact du blog, sans aucun problème. Vous pouvez aussi me faire un petit enregistrement de quelques secondes, minutes, pour me dire ce que vous pensez de ce podcast, un petit MP3 tout simple que vous pouvez envoyer à la même adresse. Je mettrai dans les notes du blog d'ailleurs un site qui m'a l'air très bien fait, qui s'appelle SpeakPipe de mémoire, où on peut donc gratuitement enregistrer un petit message et puis l'envoyer par email en quelques clics. Comme ça, si vous n'avez pas de logiciel particulier sur votre PC, et ça marche même a priori depuis le smartphone, vous pouvez quand même enregistrer un petit message et me l'envoyer. Et j'essaierai de faire un patchwork avec tous ces jolis messages, qu'ils soient écrits ou audio. Voilà, c'est terminé pour de bon. Retrouvez-nous donc sur productiveyou.com. Ne pensez à aller mettre une note, ce serait un joli cadeau d'anniversaire pour Productive You si chacun des auditeurs allait sur iTunes pour mettre une note et un petit commentaire. Ça permet, comme je vous le dis à chaque fois, de promouvoir le podcast. Retrouvez aussi Productive You sur la page Facebook, sur la page Google+, et puis aussi sur Pinterest ou encore sur Twitter. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye.